intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Ça fait pas 4 minutes. Soyons honnêtes. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bon appétit à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Parlons Foot. Parlons Foot, cette émission qui vous plaît, qui est foot, cette émission qui est oui, parce que je n'ai pas de slogan pour Parlons Foot, donc j'essaye d'en improviser. Hein, Vous n'avez même pas le slogan. Vous voyez que... Non mais un slogan qui rime. Et vous voyez que mon mais on a un slogan, c'est ça le pire. Eh ben vas-y, donne-le. C'est parlons bien, parlons vrai, parlons foot. Mais voilà, mais moi j'en voulais un qui rime, tu vois, Parlons Foot, l'émission qui... Qui va te la foutre, non si tu veux. Mais voilà, je trouvais pas, donc je suis triste. Et donc effectivement, vous avez entendu Romain, salut Romain. Vous avez entendu Romain, salut Romain. Ouais, salut Thomas. Il voulait pas me répondre. Ah, tu me déglingues les oreilles depuis 2 minutes. Désolé. Je vais être sourd avant la fin de l'émission. Et salut Benoît. Salut à tous. Pour ce Parlons Foot saison 1 épisode 10, on va se concentrer sur la Ligue 1. Et oui, on va s'intéresser à la 9e journée de la Ligue 1 et on va parler de la 9e journée de la Ligue 1. Et tout bêtement, après cette semaine de championnat, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les enseignements de cette journée de championnat? Alors, on va rapidement rappeler les résultats avant de s'intéresser à 3-4 équipes. On va commencer donc par le match du vendredi soir, 20h30, Stade de Reims, Girondins de Bordeaux. Victoire de Reims, 1-0, donc Bordeaux a perdu et Reims a gagné. Voilà, merci la palissade. Les matchs du samedi avec l'OM qui s'impose à Caen, Bastia qui s'incline à domicile face à Lorient, Bastia qui commence à tomber en crise, mais on n'en parlera pas. Et ouais, comme ça c'est fait exprès. Evian qui s'impose 3-0 face à Metz, Evian qui ne s'arrête plus de gagner, c'est incroyable, ils sont même sortis de la zone des relégables, c'est absolument incroyable. Nice et Montpellier qui font match nul un but partout avec une égalisation de Nice dans les dernières minutes. Le Stade Rennais qui s'impose face à Lens, et je suis triste pour Romain, victoire 2-0 du Stade Rennais, et les matchs du dimanche avec la victoire de Toulouse à Saint-Etienne, la victoire de Nantes à Guingamp, la défaite de Lille à Lyon, et le match nul entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Le classement est donc tel quel, l'Olympique de Marseille et le Girondins de Bordeaux ne changent pas de position, avec 22 points pour Marseille, Bordeaux 17 en première et deuxième place. Le Paris Saint-Germain qui remonte à la 3e place avec 15 points. Lille 4e avec 15 points également. C'est la différence de but qui fait tout. Nantes 5e avec 15 points aussi. Ensuite, on a Lyon jusqu'à Nice, jusqu'à la 11e place qui se partage le milieu avec 14 points. Rennes jusqu'à Caen, c'est la fin de tableau. Et puis, les relégables actuellement, Lens, désolé Romain, Bastia et Guingamp qui ferment le podium de descente. Et oui, c'est triste. Et on va tout de suite commencer, si ça ne vous inquiète pas, si ça ne vous dérange pas, et même si ça vous inquiète et que ça vous dérange, je m'en fous, on commence par l'Olympique Lyonnais qui s'impose assez largement face au LOSC, hein, je le répète, 3-0, un triplé d'Alexandre Lacazette, 39e, 45e et 84e minute, pas mal de cartons jaunes, mais le triplé de Lacazette, la question que je vais te poser, Romain, on va commencer tout de suite. Ce triplé d'Alexandre Lacazette peut-il lui ouvrir les portes, pour une place en équipe de France? Eh ben ça commence fort, une question qui aurait fait plaisir à Cédric, que je remplace ce soir. Je crois qu'il a vu le programme et il est tombé malade en voyant le programme en fait. C'est là que tout s'explique. Est-ce que ça va lui ouvrir la porte de l'équipe de France? Malheureusement, elle s'est refermée devant lui la semaine dernière lors de l'annonce des 23 de Didier Deschamps, qui lui a préféré l'homme hype du moment, savoir André-Pierre Gignac. On rappelle qu'on est en France et qu'on sévit assez rapidement au hype quand ça concerne des joueurs, surtout quand ça concerne des clubs médiatiques. Et donc il a suffi de 2 mois d'André-Pierre Gignac pour dégager Alexandre Lacazette de l'équipe de France. Après, on peut pas foncièrement dire non plus que Lacazette était un cadre ou quelqu'un qui était installé en équipe de France. Il est clairement un 3e voire 4e choix. En réalité, il était installé là en raison de la blessure d'Olivier Giroud lors de la dernière sélection de Deschamps au début du mois de septembre. Et il était joker lors du dernier mondial, donc il faisait partie des 7 jokers. Il n'a pas été appelé, Cabella avait été appelé, Schneiderlin également. Lui, il n'avait pas eu cette chance, donc on peut pas non plus dire que ça soit
un habitué du groupe France en tout cas. Donc le sortir du groupe pour tester un homme en forme, André-Pierre Gignac, ça se défend. Il n'a pas sorti Loïc Rémy par exemple. En tout cas, on voit une certaine cohérence et légitimité dans les choix de Deschamps en termes de hiérarchie installée. 1 Benzema, 2 Giroud, 3 Rémy, 4 l'homme en forme du moment, j'ai presque envie de dire. Ça va jouer entre Lacazette, Gignac et pourquoi pas Wissam Ben Yedder, qui mérite sa chance depuis un bon moment également, mais qui n'a pas encore été appelé malheureusement. Des prestations comme ça vont en tout cas prouver Non, mais ça, c'est parce que Deschamps, il est raciste. vont en tout cas Salut, Madame prouver Catherine. qu'Alexandre Lacazette ne joue pas trop et qu'il n'est pas en méforme, comme l'a dit Didier Deschamps jeudi lors de son annonce. Il prenait pas Lacazette parce il surjouait, il jouait trop. J'ai pas eu l'impression de voir un joueur qui jouait trop sur le terrain hier contre Lille. J'ai plutôt eu l'impression d'avoir un joueur plutôt en forme physique et Hubert Fournier qui s'est un peu énervé en conférence d'avant-match vendredi. C'est assez logique en disant bon bah Deschamps fait un choix avant tout technique et il me le met sur le dos pour se justifier. Je suis assez d'accord avec Hubert Fournier là-dessus. Il pouvait tout simplement dire que Alexandre Lacazette a eu sa chance. Il a joué lors du dernier match, il était rentré en jeu. Il y a un groupe de 18-19 joueurs, comme on dit depuis le début. Il y a 4-5 joueurs amenés à tourner. Et ce poste de troisième attaquant, à l'absence de Giroud, va être amené à tourner sur les prochaines listes. Et cette fois-ci, donne la chance à Gignac. C'était beaucoup plus simple plutôt que de dire je prends pas Lacazette parce que son coach le fait trop jouer. Et surtout que, sans être méchant avec Deschamps que j'apprécie, il passe pour un con le week-end qui suit parce que Lacazette en plante 3. Non, mais surtout que cette argumentation, elle est magnifique. Hein. C'est je le prends pas parce qu'il joue pas, je le prends pas parce qu'il joue trop. Hein? Comment tu fais alors? Et Lucas Digne est dans le groupe, mais lui il joue pas trop, ça c'est certain. Mais il a pas appelé Kurzawa parce que il joue pas bien non plus malheureusement pour lui. Il touche pas aux espoirs. Ça, je trouve ça cohérent pour l'instant de pas toucher aux espoirs. À mon avis, il y en a quand même 2 ou 3 qui vont être testés l'hiver prochain, au mois de février, lors des matchs amicaux de l'équipe de France. Du moins, je l'espère. Et parmi eux, notamment les Win Kurzawa, qui a encore été bon hier au parc. On en parlera tout à l'heure. Et pour terminer sur Alexandre Lacazette, maintenant il est obligé de suivre le rythme d'André-Pierre Gignac. On est déjà à 9 buts, Lacazette 6 si je dis pas de bêtises. C'est actuellement les 2 meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc voilà, Deschamps avait le choix pour son troisième homme. Bon, pas à l'époque puisque Lacazette est un petit peu en retrait. Mais aujourd'hui, il y a débat entre les 2 meilleurs buteurs de Ligue 1. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire, pour cette équipe de France. Même s'il faut pas oublier que André-Pierre Gignac est un attaquant régulier, mais qu'il a des phases de creux durant une saison. Que sur le plan international, il a jamais prouvé non plus qu'il avait l'étoffe pour être à la hauteur du costume de l'équipe de France. Alexandre Lacazette n'a pour l'instant eu que très peu de chance en équipe de France, mais il n'a pas non plus particulièrement brillé. Il avait eu sa chance lors de la tournée sud-américaine lors de l'été 2013. Ça n'a pas été une réussite. Son entrée lors du dernier match n'a pas non plus été transcendante. Et à côté de ça, on a Loïc Rémy qui va être le 4e choix à Chelsea toute la saison. Et Karim Benzema qui est, j'ai envie de dire, le faire-valoir de Ronaldo et de Gareth Bale au Real, mais qui n'aura jamais l'étoffe d'être le leader offensif de cette équipe de France. On l'a vu lors des gros matchs. Donc voilà, il y a du choix. Sur le papier, ça paraît intéressant, mais j'ai bien peur que finalement le réservoir soit pas si intéressant que ça sur le plan international, j'ai envie de dire. Par rapport à la Ligue 1, c'est vrai que le trio Gignac, Lacazette, Ben Yedder, c'est pas mal. Et que Lacazette va avoir des concurrents cette année. Ça peut le stimuler également. Et on l'avait dit, il va prendre également un costume plus large avec le départ de Gomis. Mais je suis pas persuadé non plus que ce soit des premiers choix pour l'équipe de France. Alors effectivement, comme tu l'as dit, hein, donc il y a eu la liste de Deschamps le jeudi précédent. Moi, je parlais bien entendu sur les prochaines listes. Hein, parce que merci, je sais quand même que la Lacazette n'est pas dans cette liste-là, mais tu as bien fait quand même de le préciser. Benoît, toi, ton avis, est-ce que tu penses que cette performance-là, qui n'est pas à isoler pardon, des autres performances de la Lacazette, qui depuis le début de saison et depuis pas mal de temps déjà quand même, est plutôt très bon avec l'Olympique Lyonnais, est-ce que t'es plus dans l'axe Romain en disant il a eu sa chance, malheureusement pour lui, il l'a un peu gâché et alors il va certainement revenir, mais on sait jamais, il y en a d'autres qui tapent à la porte, ou t'es plus dans l'axe du si il va revenir, de toute façon y a pas grand monde en niveau offensif du côté de l'équipe de France. En fait, s'il continue comme ça et s'il continue avec ces statistiques-là, la question va même pas se poser. Parce que comme l'a si bien dit Romain, Loïc Rémy va être un 3 ou 4e choix à Chelsea, donc du coup son temps de jeu va être très très mince. Rémi Cabella, même si c'est pas tout à fait le même profil, est parti s'enterrer à Newcastle chez le 19e de Première League, il va avoir du mal à repartir. Du coup, Lacazette, au bout d'un moment, grâce à sa polyvalence qui lui a
parfois fait défaut du fait qu'il puisse jouer sur les côtés, côté droit et dans l'axe. Ça va peut-être lui servir parce qu'il y a une place qui va se libérer sûrement si les deux joueurs n'ont pas plus de temps de jeu, parce que Loïc Rémy était choisi par Deschamps parce qu'il avait justement cette polyvalence-là de pouvoir amener sa vitesse sur son côté droit et aussi pouvoir emmener la vitesse dans l'axe. Du coup, Lacazette peut représenter à peu près le même profil. En plus, cette année, avec le départ de Gomis pour Swansea, il a complètement les clés de l'attaque lyonnaise. Et pour l'instant, il s'éclate un max, ça se voit sur le terrain, il marque de beaux buts, il combine bien. Le petit Camerounais qui est avec lui, Clint, fait aussi de gros matchs et lui permet lui donne de bons ballons. Avoir Fekir, Ferry, Malbranck et Gourcuff derrière lui, ça l'aide aussi. Du coup, s'il continue vraiment dans cette optique-là, il y a qu'il ait pas une autre chance en équipe de France, parce que pour moi, Deschamps lui a jamais vraiment laissé sa chance en tant que titulaire. Il a toujours joué par intermittence. Et il l'a fait que rentrer en jeu comme la dernière fois. Du coup, il est jeune, il a 23 ans, donc je pense vraiment qu'il va avoir sa chance dans les prochaines années, parce que Gignac arrive. Ouais, mais Gignac a déjà 28 ans. Ou 28 ou 29 ans, du coup il approche plus de la fin, et on voit que Deschamps pense au présent et pense aussi au futur avec l'ajout de jeunes joueurs comme Digne qui est pas titulaire Du moment en qu'il équipe pense de pas au France, mais passé. qui lui permet de connaître un petit peu le groupe France. Et, T'es pas né, du coup je pense que Lacazette a vraiment sa place. Lacazette a vraiment sa place dans ce groupe France, et il va le prouver s'il continue comme ça, et si je pense qu'il doit quand même, vu le projet de Lyon en ce moment qui est plus trop intéressant, peut-être qu'il aille voir autre part dans un club qui joue la Ligue des Champions chaque année pour un peu prendre de l'expérience. Alors, on va parler d'un autre joueur français bien en forme qui s'appelle Yoann Gourcuff. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas poser la question. Alors, est-ce qu'il peut revenir en équipe de France? Non, tout bêtement, Benoît, je vais poser la question. Yo-yo is Avec back. son début... Yo-yo is back. Avec son début de saison, il a l'air physiquement fit. Techniquement, bah, il a toujours été là, on le connaît. Hein, Yoann Gourcuff, c'est un peu comme Javier Pastore. Hein. C'est des joueurs quand ils sont J'adore là et cette quand ils sont comparaison. vraiment là. Bah oui, je suis désolé, mais quand ils sont là et quand ils sont vraiment là, ils sont extraordinaires. Yoann Gourcuff, c'est le cas. Il a fait un très très bon match encore une fois face à Lille. Ça fait plusieurs matchs de suite d'ailleurs qu'il est très bon. Bon, peut-être pas très bon, on va dire bon. Benoît, à ton avis, la question elle est bête. Comme En ça, même temps, c'est la tienne. Je l'annonce direct et c'est moi qui ai fait le programme, donc c'est normal. Est-ce que Yoann Gourcuff peut regagner pas sa place en équipe de France, mais de la valeur marchande pour l'Olympique Lyonnais? Le gros problème de Gourcuff, enfin depuis qu'il est à Lyon, c'est les blessures. C'est à cause de ça qu'il a perdu beaucoup d'estime auprès des gens, et il a perdu beaucoup de sa valeur marchande pendant ces blessures-là, parce que il a passé plus de temps, je pense, à l'infirmerie avec des blessures stupides, comme quand il s'était blessé en promenant son chien qu'autre chose. Du coup, s'il recommence à faire des prestations comme celles qu'il est en train de faire en ce moment, c'est sûr que des gens vont se réintéresser à lui, et plus de personnes s'intéressent à toi, plus ta valeur marchande augmente. C'est quelque chose d'assez logique dans la vie. Plus tu peux être important pour quelqu'un, plus t'es rare, plus t'es cher. Du coup, s'il continue comme ça peut être vraiment pas mal, mais voilà, faut encore tester. Depuis qu'il est à Lyon et même depuis sa dernière saison à Bordeaux, il n'y arrive pas. Donc va falloir voir si maintenant les blessures sont derrière lui. Alors pour Benoît, c'est assez clair la réponse. Est-ce qu'il peut gagner de la valeur marchande Yoann Gourcuff? Oui, mais dans le sens, bah bien sûr, je veux dire comme n'importe quel joueur, on le sait, hein, Yoann Gourcuff est intrinsèquement talentueux, c'est un très très bon joueur de football, mais si ses blessures reviennent, eh bien ce sera mort. Romain, ton avis sur Gourcuff, est-ce que tu es d'accord avec Benoît, ou tu dis que lui, de toute façon, non, jamais il partira à plus de 8 millions, qui est, il me semble, le prix demandé par Jean-Michel Aulas pour laisser partir Gourcuff? Il y a plusieurs points à prendre en compte pour Yoann Gourcuff, qui est un super joueur quand il est au top de sa forme et qu'il est totalement épargné par les blessures, et surtout également quand psychologiquement et mentalement il est totalement au fait du football. Et c'est pas toujours le cas non plus. Il s'explique également par moments de la crainte, de l'appréhension,
Et ça peut entraîner des blessures ou ça peut l'amener à être dans une phase dépressive qui lui font croire qu'il a toujours des blessures. Bref, Yo-Yo est à la fois en difficulté avec son corps et avec sa tête. Il y a à la fois le mental et le physique d'un joueur de haut niveau qui est pas toujours au top chez le Breton. Après Gourcuff, il y a également l'âge à prendre en compte. Il est de 87, ce qui lui fait 27 ans aujourd'hui. 86, 28 ans aujourd'hui. Donc c'est plus un joueur de toute première fraîcheur, en plus de ses blessures. Donc il y a également l'investissement sur un joueur qui va sur sa trentaine et qui est régulièrement blessé. Donc c'est difficile pour un club aujourd'hui, quel que soit le club, de miser tout simplement de l'argent sur Yoann Gourcuff. Et Jean-Michel Aulas le sait très bien. Et en même temps, il peut pas se permettre de laisser Yoann Gourcuff partir libre. Donc cet été, l'ancien Bordelais a prolongé avec une baisse de salaire. C'est fini le contrat avec la hausse de salaire fixe tous les ans, avec un Yoann Gourcuff qui gagne de plus en plus de saison en saison. Voilà, le salaire a changé. Il a baissé, là-dessus il n'y a pas de souci, il a fait un effort. Psychologiquement, j'ai l'impression qu'il revient dans de bonnes dispositions. Il a une saison devant lui, pourquoi pas également tout simplement devenir enfin un joueur à temps plein de l'Olympique Lyonnais. C'est ça également qu'il faut se dire avant de penser à la revente. Lyon a investi 24 millions sur Gourcuff, on sait qu'ils sont perdus. On sait que Lyon n'en récupérera même pas. Je veux pas être méchant avec lui ni avec les dirigeants lyonnais, mais ils vont même pas récupérer un dixième de la somme investie sur Gourcuff, parce qu'à côté de ça, même si Adidas a participé financièrement à l'opération, il y a également tout ce qu'a pris Yoann Gourcuff en salaire depuis qu'il est présent au club depuis 2010, désormais donc 4 ans. Je pense qu'au total, l'opération Gourcuff salaire plus transfert, elle vaut à peu près 55-60 millions d'euros au total. Le calcul avait été fait l'été dernier. Donc voilà, Lyon a forcément acheté à perte. On sait qu'il y a toujours des couacs dans ce genre d'entreprise, encore plus dans le football, où l'humain est encore plus important qu'autre chose. Tu mises pas sur une matière première, en tout cas une matière première matérielle. Là, ta matière première, c'est de l'humain. Et l'humain, ça peut se briser à tout moment, à la fois physiquement et mentalement. C'est pas une machine. Donc voilà, il y a des risques. Lyon le savait en l'achetant, On va malgré dire ça tout. à Cristiano Ronaldo. Bah c'est pareil, hein. Cristiano Ronaldo se pète du jour au lendemain, il se pète la jambe, il revient jamais. Le club qui l'achète l'été prochain et qui 2 mois après le voit se péter, bah c'est 100 millions dans le HUC, et encore c'est même pas 100 millions aujourd'hui Cristiano Ronaldo. Je sais même pas si sa valeur est estimable en quelque sorte. En tout cas, pour aller le déloger du Real, faut y aller. Quoique, voilà, par exemple, en termes de stratégie sportive et de vision à moyen terme et long terme d'un club, c'est l'été prochain que le Real doit vendre Cristiano Ronaldo s'ils entendent ne pas perdre d'argent sur ce joueur, sachant qu'en plus l'été dernier ils ont investi sur Rames et il y a un an sur Gareth Bale, donc il y a possibilité de revendre Cristiano Ronaldo qui est de la même génération, qui est de 85 je crois, et qui aura pratiquement 30 ans également l'été prochain, et qui lui peut à la fois vouloir un dernier contrat et qui connaîtra également son dernier transfert je pense. Donc voilà, tout ça c'est à réfléchir. Moi je pense que déjà avant de penser à la possible augmentation de la valeur marchande de Yoann Gourcuff, espérons voir Yoann Gourcuff enchaîner 10, 15, 20 matchs sans se blesser, où il prend du plaisir et où il donne du plaisir également à cette OL. On a critiqué Yoann Gourcuff autant qu'on veut. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça reste un excellent joueur. Tu as fait le parallèle tout à l'heure avec Javier Pastore. C'est des joueurs de la même trempe. C'est des vrais numéros 10. C'est des vrais joueurs. Moi, je continue à dire, c'est des joueurs qui nous font aimer le football. C'est pour ce genre de joueurs-là qu'on va au stade. C'est des joueurs capables de créer des gestes, capables de décanter un match à eux seuls. On le voit encore hier avec la passe de Javier Pastore sur le but parisien. Voilà, ce genre de passe-là, il y a très peu de joueurs capables de le faire, même des joueurs de très haut niveau. Ils sont, peut-être 10, 15 dans le monde à être capables de faire ces passes-là. Alors qu'un joueur qui récupère un ballon, un joueur qui envoie des tacles, un défenseur, voilà, ça, on en a des caisses et des caisses de joueurs comme ça. Des joueurs comme Pastore, comme Rames, comme Ozil, même si Ozil est un petit peu sur la pente descendante, comme Gourcuff, on n'en a pas des tonnes et des tonnes dans le monde. Donc Lyon, il suffit de regarder sur le plan comptable le nombre de points pris quand Gourcuff est là et quand il est absent. L'équipe n'est pas la même. C'est une toute autre équipe de Lyon. C'est une équipe qui marque beaucoup plus de buts. Je crois que c'était 47% de points plus pris par match avec Gourcuff. Je sais plus c'est extraordinaire. Je sais plus le total. Je me demande si c'est pas un 4 quand il est pas là et un 7 quand il est là, quelque chose comme ça. Et même au niveau du nombre de buts inscrits, on sent vraiment l'influence offensive de Gourcuff. Et on a envie de dire heureusement, vu ce qu'a investi Lyon sur lui. Et heureusement pour un numéro 10 qui soit influent. Mais voilà, Lyon, s'ils veulent faire une grosse saison, s'ils veulent terminer sur le podium,
Elle se fera avec Johan Gourcuff, sachant qu'en plus, Clément Grenier, qui est un petit peu l'autre pendant créateur offensif de cette équipe, est out pour pratiquement toute la saison, une nouvelle fois. Donc il faudra que Yo-Yo soit présent dans le 11 de départ pour que Lyon rêve de Ligue des Champions. Fin de Ligue des Champions. Effectivement, D'Europa League. pourquoi pas. Oui, Europa League. Oui. On sait que le troisième va en Europa League maintenant. Eh oui, le troisième va en Europa League. Alors là, on vient de se concentrer sur 2 joueurs principalement de l'Olympique Lyonnais. Donc on s'est concentré sur l'Olympique Lyonnais, mais il y avait un adversaire face à eux. C'était Lille qui en a pris 3 buts à 0. Un adversaire. On rappelle. Et oui, il y avait un adversaire. Je sais, c'est surprenant. Et donc, Romain, je vais te poser la question tout bêtement. Est-ce que cette défaite, cette petite fessée, quand même, un 3-0, est-ce que c'est pas la déroute du système Girard? Ah, Vous en savez, tout. ce système qui nous fait vomir. En tout cas, elle fait plaisir. Par la bouche, quoi. Elle fait plaisir, par cette les défaite. yeux, par le nez, par les oreilles, enfin. Qui fait vomir de partout. Girard est enfin, j'ai envie de dire, puni pour toutes les purges qu'il nous offre depuis des mois et des mois. Le match là contre Wolfsburg où les supporters lillois sont limite déçus parce que oh putain, et le but qui vient de nulle part de De Bruyne et tout, on méritait mieux. Ils se sont fait balader pendant 90 minutes. Lille en championnat, c'est de la merde depuis le début de la saison, moi je continue de le dire. Il y a 2 équipes qui font de la merde et qui sont dans le haut de tableau, c'est Lille et Nice. Et c'est l'ancien club et le club actuel de Claude Puel, sans faire offense. C'est des équipes qui prennent des points. Nice a 14 points aujourd'hui, donc autant que l'Olympique Lyonnais qui est 6ème. Ils ont moins de 3 de différence de but, c'est pas mal. C'est autant que Lens qui est 18ème. Ça prouve à quel point cette équipe est offensive et qu'elle fait plaisir. Lyon a plus 7 par exemple. Lyon qui a mis 2 cartons à Lorient et à Lille, donc ce qui leur permet d'avoir ce plus 7. Mais Lille, 4ème aujourd'hui avec 15 points, c'est une anomalie. Je le disais déjà la semaine dernière lorsqu'on avait parlé de Lille, et Simon avait réagi et continué, lui en tant que supporter lillois, d'espérer Lille sur le podium, et à dire que Lille est armé pour le podium. Alors on va dire, puisque tu me présentes comme ça désormais, ouais, tes supporters lensois t'aimes pas Lille, je vais pas faire le vieux grincheux. Je vais pas faire le vieux grincheux qui tout simplement dit allez réécouter les bandes. Mais je vous propose de réécouter les podcasts qu'on faisait il y a 2 ans et demi, 3 ans, à l'époque où Lille était une équipe agréable à avoir joué. Je propose de relire mes posts, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, où je vantais le jeu de Rudy Garcia. Team visionnaire ou pas team visionnaire? Je disais qu'Eden Hazard est un super joueur, etc. Et que l'équipe qui donnait le plus de plaisir dans cette Ligue 1, c'était Lille. René Girard est tout simplement en train de donner une image détestable de ce club, il faut le dire. Et ça énerve certains supporters. Lille, je suis désolé de le dire comme ça texto, c'est pas Montpellier quoi. Montpellier, il y a l'image de Nicolin qui a collé. C'est une ville de province, caractère méditerranéen, sudiste et tout ça. D'avoir un entraîneur comme Girard, ça peut coller. Lille, c'est quand même une ville un peu bourgeoise. Ça représente le nord de la France, une des plus grandes villes de France. C'est quand même une image, en plus, quand on l'oppose au bassin minier lensois. C'est le bobo lillois. C'est en plus c'est Sédou qui est quand même le président système qui est présent dans toutes les corporations, qui colle parfaitement à l'image de la ville. Girard, ça colle pas, je continue de le dire. T'es Lille, tu peux pas avoir un entraîneur qui se comporte comme Girard. Il s'est encore fait expulser ce week-end. Le type, il y a hors-jeu de 4 mètres. Ouais, bah, faudrait peut-être que tu changes tes lunettes, mec. Bah, ça, il couvre. Mais il couvre d'1,5 mètre. Donc, il n'y a pas hors-jeu de 4 mètres. C'est juste qu'il sait pas que Marco Bacha est un joueur à Lille, c'est tout. Et il reconnaît même pas sa faute, c'est ça le pire. On n'a même plus le droit de dire à l'arbitre qu'il y a hors-jeu de 4 mètres. Non, le problème, c'est pas le fond de ce que tu as dit, c'est la forme. C'est tout de suite aller gueuler et aller agresser le 4e arbitre. Et c'est répétitif. Alors oui, il y a peut-être une jurisprudence Girard, il y a peut-être un contrat sur Girard, mais il se comporte mal également avec le corps arbitral. A insulté comme il l'a fait à Monaco, a pratiquement agressé physiquement le 4e arbitre. Il y a des entraîneurs qui râlent, il y a des entraîneurs qui passent leur temps à râler. Antoine Camboiré, vu que tu veux que je parle de Lens, en est un bon exemple. Il râle, il n'y a pas de souci là-dessus. Quoique il s'est calmé depuis l'époque valenciennoise, mais il râlait beaucoup à l'époque. Là, il s'est tout de même calmé. Le passage au PSG a dû un petit peu l'apaiser. Passage dans un grand club, ça change un coach. Mais voilà, il y a des coachs qui râlent, il y en a beaucoup en Ligue 1, on avait Gillot également qui arrivait à râler. Il y en a qui râlent, mais tout en respectant l'arbitre. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'agression, il y a juste expliquez-moi ce qui se passe. Girard, le ton n'est pas bon, donc il s'étonne pas de se faire expulser encore une fois. Et son équipe commence à être à son image. Et c'est ça le pire, c'est que ce LOSC commence à relancer à Girard. C'est une équipe qui donne pas envie,
tout simplement. Je continue à dire que les joueurs alignés, Rosenal au milieu de terrain, Corchia milieu droit, enfin bref, non mais c'est de la merde, c'est de la merde ce qui a été fait. Et à la mi-temps, bah, il fait rentrer le tout droit, Divock Origi, joueur de Liverpool, d'accord. Et Ronny Rodelin, bon bah voilà, il fait la deuxième mi-temps avec Roux, Fry, Rodelin, Origi. C'est bien, t'as 4 attaquants sur le terrain. C'est qui ton mec au milieu de terrain qui va t'amener ta petite touche technique, qui va entre guillemets porter, être capable de créer du jeu? Bah aujourd'hui c'est Florent Balmont. On rappelle que Florent Balmont, quand Lille allait bien, c'était le porteur de flingue de Cabaye, de Eden Hazard, de Dimitri Payet. C'était pas le créateur. Aujourd'hui c'est le créateur. Et il y a un truc qui de toute manière prouve que ce Lille va mal. À cette époque-là, l'époque où Lille allait bien, les tireurs de coups de pied arrêtés, c'était Hazard, c'était Cabaye, voilà, c'était des vrais joueurs de foot. Aujourd'hui, le tireur de coups de pied arrêtés, c'est Florent Balmont. J'aime bien Florent Balmont, mais c'est un soldat. Tu peux pas faire reposer le jeu offensif de ton équipe sur les épaules d'un Florent Balmont, en plus déclinant physiquement. C'est pas possible. Alors, il va dire Marvin Martin est absent, Ronny Lopez est absent, etc., etc. Sauf que maintenant, ça fait 2 ans qu'il est là, c'est lui qui choisit ses joueurs, et quand on voit les joueurs qu'il choisit, voilà, il y a lui qui fait le recrutement aussi. Moi, je suis blasé par cette équipe de Lille et j'ai été très heureux qu'elle prenne une fessée par Lyon. On a vu le différentiel technique entre les deux équipes. On a vu une vraie équipe de foot avec des vrais bons joueurs. Il suffit de regarder la gueule du milieu de terrain lyonnais. Ferry, Tolisso, Gourcuff, Fekir. Voilà, il y a de la technique. Il suffit de regarder les joueurs qui étaient alignés au même poste en face du côté lillois. Et on comprend pourquoi Lille en a pris 3. Un beau dépositoire de la part de Romain. Benoît, je vais donc te donner la parole et je vais poser une question qui je l'ai pas posée à Romain exprès parce que je sais que ça l'aurait particulièrement énervé, mais Lille s'incline mais reste quand même aux avant-postes, hein, puisqu'on rappelle qu'il reste 4e. Romain a commencé sa réponse tout à l'heure en disant si les supporters lillois continuent d'espérer que Lille finira sur le podium. Bon, moi je descends un petit peu de ce niveau-là. Benoît, est-ce que tu penses que Lille peut quand même viser l'Europe et espérer se qualifier en Europe? Bah, Oula. Ça, c'est Gérard qui est pas content. Ouais, on a perdu totalement Benoît. Donc bah, eh bien malheureusement les amis, je suis désolé, mais on va devoir se passer de Benoît. Alors il continue de parler, c'est ça qui est très très drôle, mais on n'entend absolument rien. C'est pas grave, il est coupé. c'est les joies de la technique, c'est qu'on peut couper quelqu'un. Je peux même te couper là si tu veux. Non, s'il te plaît. Donc on va passer à Marseille. Désolé Benoît, mais bon bah espérons qu'on te récupère pour le prochain match. Romain, il aura peut-être entendu que tu l'as coupé quand on dira au revoir. Peut-être. Ouais. Est-ce que tu veux une petite réponse sur la question, est-ce que le LOSC peut viser l'Europe? Dans cette Ligue 1, Dans oui. cette Ligue 1, oui. Donc voilà, on va répondre comme ça. Et juste un petit mot, il y a quand même une blinde d'équipes qui mériterait plus l'Europe que Lille et qui me paraît avoir beaucoup plus de qualité que Lille. Déjà les 3 premiers actuels, Marseille, Bordeaux, Paris. On peut rajouter ça à ça Lyon. On peut rajouter à ça Saint-Etienne, même si Saint-Etienne c'est pas génial en ce moment. Monaco, bien entendu, qui pour moi continue à prouver qu'il doit terminer sur le podium. Et je vais même pousser plus loin avec une équipe qui me fait plaisir et qui commence enfin à avoir des résultats à la hauteur de son investissement, c'est Toulouse. Effectivement, Toulouse qui est actuellement 8e, avec 14 petits points, mais qui effectivement, pourquoi pas, peut aller chercher l'Europe. Hein. On rappelle que les Coupes d'Europe, c'est jusqu'à la 5e place. On passe pour donc à longtemps. Marseille. Oui, je sais, plus pour longtemps, mais à l'heure actuelle, c'est toujours jusqu'à la 5e place. Hein, donc, c'est pour ça que je l'ai dit pas fort. Tu vois, comme je sais que ça s'en va, je l'ai dit pas fort, comme ça au moins on pourra. Parlons de l'entraîneur à la Glacière. Voilà. C'est comme ça qu'il est vendu par les journalistes français. Parlons de l'entraîneur à la Glacière, donc de l'Olympique de Marseille, qui s'est imposé sur la terrasse. Oui, bien sûr, sur la terrasse, sur le terrain. Michel Dornano de Caen, 2-1. Avec l'ouverture du score d'Alexis Romao à la 74e minute, l'égalisation de Musa King à la 84e et le but d'André Gignac à la 90+3, donc ça fait pas 4 minutes, il faut être honnête. Et oui, il faut être honnête. Marseille qui ne s'arrête plus de gagner, il continue à gagner, ça fait déjà 3 victoires plus, ça fait
5 victimes pour l'Olympique de Marseille, peut-être même plus, je ne sais plus, je m'en souviens de 5 en tout cas. Est-ce qu'ils deviennent tes petits favoris pour le titre? Et oui, c'est la question qu'on va se poser ce soir, et on va commencer par une question donc pour toi Romain, hein, par la force des choses. Est-ce que les hommes de Bielsa sont définitivement lancés pour la course au podium? Au podium ou au titre? Finir sur le après le titre. Alors, on va d'abord commencer par le podium. Est-ce qu'ils sont définitivement lancés pour le podium? Si tu préfères, est-ce qu'ils sont définitivement installés sur le podium? Est-ce qu'ils resteront dans ces 3 premières places jusqu'à la fin de saison? Bon, en tout cas, par rapport à ce que prouve l'OM depuis le début de la saison, j'ai envie de dire oui, un grand oui, et que je l'espère. C'est pareil, on m'a vanté d'être anti-marseillais les 2 dernières saisons. Bon, bah maintenant on va me vanter d'être pro-marseillais, peut-être. On va peut-être dire que je suis une girouette, on va peut-être tout simplement dire que je suis objectif et que je regarde les matchs. Fais gaffe, on va te dire anti-Laurent Blanc maintenant. Mais voilà, l'OM, quand on s'intéresse au scénario du match, uniquement au scénario, je ne vais pas parler au film du match, mais au scénario du match, ouverture du score tardif de Romao, derrière il y a une égalisation pour un hors-jeu tacite, difficile à juger, qui est refusé pour Caen. Finalement, Caen égalise tout de même par l'un de ses défenseurs centrales, Massoua King. Et là, on se dit, bon, bah, l'OM va être mis en échec. C'est la fin de la série. Et pourtant, l'OM n'a pas démérité sur la rencontre. Ils ont eu le ballon. Ils ont encore eu pas mal d'occasions, beaucoup de tirs, énormément de centres. On retrouve, je vais pas dire qu'on retrouve l'OM qui centre autant qu'à l'époque des Libov, parce que ça centre autrement. C'est pas on centre bêtement dès qu'on est sur le côté et puis les centres ils touchent personne. C'est ils centrent tout simplement, mais il y a beaucoup de joueurs dans la surface de réparation adverse également. C'est parce qu'ils sont placés très haut, c'est parce qu'ils récupèrent le ballon très haut, le bloc adverse est posté dans le camp, le bloc équipe est posté dans le camp adverse. Donc l'OM peut se permettre de centrer. Tout l'opposé d'une équipe du nord de voilà. Donc l'OM peut se permettre de centrer autant dans un match. Ils ont centré 2 fois plus que leur adversaire. 36 centres dans un match, quand même, c'est énorme. C'est une grosse stat, 36 centres sur un match. Ça doit être plus que Lille sur toute une saison. Salopard. Et au final, c'est André-Pierre Gignac, sauveur de la patrie, de la nation, qui permet à l'OM de prendre les 3 points. Et là, on se dit, putain, victoire arrachée au forceps, les fameuses victoires de champion. Tu sais, c'est les matchs que tu gagnes quand t'as la baraka avec toi, les fameux matchs que gagnait Montpellier, l'année où Montpellier termine champion, les 1-0 compliqués, les buts en fin de match, l'occasion qui tue avec ton attaquant en mode Giroud, qui marque, là c'est Gignac. Le parallèle ne me semble pas vraiment bon entre Montpellier et Marseille, non plus sur ce match, même si la victoire a été difficile à venir pour l'OM, parce que dans ce qui est proposé par l'OM, c'est différent de ce qu'avait Montpellier. Alors on va encore dire que je m'attaque à Girard. Girard, c'était pas non plus ce qu'il fait actuellement à Lille, ni ce qu'il a fait la dernière saison à Montpellier, c'était mieux, mais c'était pas non plus une équipe qui ultra dominait son adversaire. C'était une équipe très solidaire, une équipe qui était un vrai groupe, qui avait un vrai esprit de corps et qui arrivait grâce à 1 ou 2 joueurs d'exception comme l'étaient Belanda et Giroud à faire la différence, et des fois des différences très 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 minces, on l'a dit. Là l'OM, il y a vraiment une vraie emprise dans le jeu sur le match, il y a vraiment des individualités qui montent en puissance. Nicolas Nkoulou revient pratiquement à son meilleur niveau. Jérémy Morel est tout simplement monstrueux depuis le début de la saison. Il a peut-être trouvé son vrai poste, je sais pas, où il est dans une équipe qui convient à son style de jeu. Je pense que c'est plus ça presque. Je suis limite à penser qu'il serait aussi bon s'il jouait latéral gauche, et limite à me demander s'il faudrait pas tester Doria et sortir Mendy de cette équipe et de remettre Morel à gauche. Tu vois, il y a également d'autres options. On a vu Fanny également remplacer Djadjedje. Parce que cet OM là, on le dit depuis le début, il y a des lacunes. Il y a encore beaucoup de lacunes dans cet OM. Les côtés, les latéraux, qui sont la faiblesse de l'OM, que d'habitude les latéraux sont la force de Bielsa. Le côté droit entier. Thauvin est pas bon depuis le début de la saison, mais en même temps, Romain Alessandrini le remplace à chaque fois, et il a un excellent joker. C'est l'un des jokers les plus décisifs. Je crois qu'il a une fameuse action décisive toutes les 90 minutes, c'est-à-dire soit un but, soit une passe d'ess. C'est le deuxième joueur derrière André-Pierre Gignac qui a un geste décisif toutes les 86 minutes, je crois, au niveau stade du côté de l'OM. Donc c'est le bon joker, c'est le 12e homme. Bielsa a toujours besoin d'avoir un 12e, 13e homme. Et Alessandrini, il est très bien aujourd'hui. Je suis pas persuadé que si Alessandrini débutait titulaire, il aurait le même rendement. Une pensée pour Kevin Gamero.
Et il y a également André Ayew qui est pas au top de sa forme, même si sur le plan stat, je crois qu'il est à 2 passes de but, un truc comme ça à peu près, donc c'est pas dégueulasse. Il y a toujours Gianelli Mboula qui est un joueur qui a du talent, on n'a jamais dit le contraire, mais qui a un QI foot limité, qui a toujours, ça va un peu mieux. On sent que Bielsa l'engueule à longueur de temps, mais a toujours cette tendance à trop conserver le ballon. On n'est pas Paul Pogba qui veut. Conserver le ballon, c'est bien, mais il faut pas le perdre. Il faut ensuite être capable de conserver le ballon, de faire des différences, mais malgré tout, d'avoir peut-être 6-7 touches de balle. Mais quand tu sors de cette phase individuelle, de donner le ballon malgré tout dans le bon tempo, te débrouiller malgré cet excès d'individualisme pour être toujours dans le bon tempo, dans le bon rythme et ne pas tuer l'offensive de ton équipe. Pogba arrive à le faire, en tout cas il le fait régulièrement, chose auquel il manque encore à Gianelli Mboula aujourd'hui. Donc voilà, l'OM est actuellement la meilleure équipe de Ligue 1, tant sur le plan comptable, c'est indéniable, il y a 7 points d'avance sur le PSG, 5 sur Bordeaux, donc il y a un petit break qui est fait, même si ça veut absolument rien dire, surtout que l'OM aura joué le PSG au début du mois de novembre, donc ça peut très vite recoller, si d'ici là Paris n'est pas à plus de 10 points avec Laurent Blanc, le coach invaincu. Et Marseille est également l'équipe qui produit le plus de jeux, qui donne le plus de plaisir. C'est l'équipe tout simplement la plus agréable à avoir joué. C'est la meilleure équipe, c'est l'équipe qui produit le meilleur jeu aujourd'hui. Moi, je prends plaisir à avoir joué l'OM et je continue à dire que c'est anormal malgré tout que Bielsa en si peu de temps réussit à donner une phase aussi différente à cette équipe et qu'il arrive à avoir 7 points d'avance sur le PSG en 2 mois, alors que le projet PSG a 3 ans désormais et que le PSG avec Laurent Blanc on est à sa 2e saison. C'est que ça cloche quelque part chez les adversaires. Effectivement. Donc au final, t'as pas répondu à mes questions. Est-ce que tu les vois définitivement rester sur le podium? Oui, bah oui, là, je pense Voilà. que c'est clair. Je voulais au moins un oui ou un non, quoi. Je les vois bien entendu rester sur le podium, sans aucun souci. Pour moi, l'OM est l'un des candidats les plus solides à une place sur le podium. Et j'attends de voir si ça va s'essouffler. En plus là, je crois qu'hormis Romao, les 10 autres joueurs titulaires partent en sélection. Mandanda, Nkoulou, bon il y a Morel qui est pas en sélection, mais Mendy avec les espoirs, Payet, Imboula avec les espoirs, Gignac, Ayew, voilà, ils sont à peu près tous en sélection. Donc on s'était dit, il y a pas mal de joueurs finalement qui étaient pas en sélection à un moment donné. Imboula l'était pas, Gignac et Payet n'y étaient pas retournés. Ça va leur faire du bien de se reposer, la trêve internationale va faire du bien, mais au final beaucoup vont voyager, vont continuer à jouer, et la rotation reste assez short pour le moment du côté de l'OM, et restera short quoi qu'il arrive, parce que Bielsa n'est pas un fervent adepte du turnover, et en plus il n'a pas forcément les moyens pour le faire, donc tenir la saison avec autant d'engagement, même s'il n'y a pas la Coupe d'Europe, avec 13-14 joueurs, dans un championnat malgré tous ses défauts aussi physiques que la Ligue 1, j'attends de voir si à la trêve Marseille a encore, je le dis, 5, 6, 7 points d'avance sur le PSG et qu'au retour des vacances de Noël, ils arrivent à conserver leur rythme. Si fin janvier l'OM est toujours devant le PSG avec un petit matelas, là la course au titre va devenir intéressante. Mais aujourd'hui on peut pas dire que l'OM est un concurrent à la course au titre pour le PSG. Tant, je dis bien sur le papier, le PSG est supérieur à cette équipe de Marseille, et tant les doutes entourant la capacité de l'OM à conserver cette forme sur 10 mois est importante également. Et puis aussi, on peut aussi préciser par le fait que les deux ont eu des calendriers assez particuliers et qu'aucune des deux équipes ne s'est jouée. Ouais, l'OM. Déjà, ça peut être décidé à partir du 2 novembre, il me semble. Ouais, je crois que c'est au mois de novembre. Mais on va continuer à dire, bien entendu, que l'OM a joué personne pour le moment. Oui, l'OM a joué personne, mais si on accepte l'accro montpellierin et le match totalement fou contre Bastia, l'OM a tout gagné derrière. Donc ok, et avec une marge certaine contre certaines équipes. Contre Nice, ils en passent 4, contre Evian, ils gagnent 3-1, ils en passent 3 à Rennes, 5 à Reims, contre Saint-Etienne, ça finit à 2-1, mais à la mi-temps, il y a 2-0, il pourrait y avoir 3 ou 4-0. Voilà, il y a quand même une belle marge face à ces équipes faibles. Maintenant, on attend de voir. Il y a un calendrier qui va être costaud pour l'OM. Prochain match, c'est la réception de Toulouse. Toulouse qui reste une équipe difficile à jouer. Il y a le déplacement à Lyon, qui est le premier gros choc de la saison olympienne. Derrière, déplacement à Rennes. Bon, c'est de la coupe. Réception de Lens, déplacement au parc pour jouer le PSG, Bordeaux. Donc voilà, il va y avoir la double confrontation au cœur du mois de novembre où on rentre souvent dans un creux physique, où il commence à y avoir quelques blessures dans les clubs. Il va y avoir donc la double confrontation Paris-Bordeaux. La chance qu'ils ont, c'est qu'entre-temps, il y a une nouvelle trêve internationale.
Mais voilà, il faudra également voir l'état de forme des joueurs au retour de cette dernière trêve internationale, de cette première partie de saison. Et après, ils finissent un petit peu plus aisément, j'ai envie de dire, le mois de décembre avec Lorient, Metz. Et derrière, il y a Monaco-Lille, qui sont les deux derniers gros chocs avant Noël pour Marseille. Il y a un calendrier qui me semble assez homogène, même si voilà, il y a 2 fois de suite 2 chocs qui suivent. À côté de ça, le calendrier de l'OM est assez équilibré. Moi, j'ai envie de croire à cette équipe, j'ai envie d'y croire. Effectivement, pourquoi pas. Alors tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs, on ne sait pas d'où sortent leur capacité athlétique et technique. Morel, Ça s'appelle le travail. Oui, bah oui, non mais ouais, laisse-moi y arriver. Donc tu as Morel qui est très bon, il y a Nkoulou qui a retrouvé son niveau, André-Pierre Gignac, on n'en parle pas. Mais il y a un joueur, à mon avis, qui me semble en dessous. Je sais pas quel est ton avis, c'est Florian Thauvin. Il a l'air d'être en dessous, il m'a l'air d'être un peu isolé, on va dire, au niveau de l'effectif et du groupe Marseille. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que moi, j'ai tendance à penser qu'il va peut-être finir par y avoir un problème Thauvin à l'OM. C'est l'un des joueurs qui m'a l'air le plus isolé. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi quand j'ai tendance à penser ce genre de choses? Bah, j'ai envie de dire que pour être un joueur de Bielsa, il faut être un joueur intelligent. Et c'est pour ça que Morel s'en sort très bien. Il y a une belle technique, un vrai QI foot, une vraie capacité d'anticipation. C'est pour ça qu'il brille également à ce poste de défenseur central. À l'inverse, les joueurs qui sont un petit peu plus en difficulté, c'est les joueurs qui, à la fois techniquement, pour Mendy et pour JJJ sont en dessous. Et les joueurs également qui ont un QI foot un petit peu en dessous de la moyenne, c'est le cas de Thauvin. Et c'est pas étonnant de voir Thauvin dans un schéma où il faut être intelligent, où il faut compenser tous les mouvements de ses coéquipiers, où tu peux pas jouer pour ta gueule, où tu peux pas dire je joue tranquillement sur mon côté droit et puis je m'occupe juste d'une zone. Non, les joueurs avec Bielsa ne s'occupent pas d'une zone réellement. Ils suivent tout le mouvement du bloc équipe. Et bah, malheureusement, Florian Thauvin a un petit peu de mal. En plus de ça, il lui a été reproché son travail défensif. Il est vrai qu'il n'a pas toujours été décent depuis le début de la saison. Et son rendement offensif n'est pas non plus folichon. Pour Florian Thauvin, ça devait être l'année de la confirmation, l'année de l'explosion pour Thauvin, qui avait montré de belles choses à Bastia, qui par moment l'an dernier avec l'OM, notamment lors de la blessure de Valbuena, avait montré qu'il était peut-être en capacité de prendre le relais, qu'il était potentiellement le futur leader offensif de cette attaque olympienne. Bah, cette année, pour l'instant, ça matche pas Thauvin, leader offensif de l'OM. Il est totalement éclipsé par le très bon début de saison d'André-Pierre Gignac, qui est pour moi à la fois le capitaine, le vrai capitaine de cette équipe. C'est peut-être Mandanda qui a le capitanat, qui a le brassard. Ça se sent d'ailleurs Gignac, le capitaine. Hein. C'est celui qui parle avec Bielsa, bien sûr. celui qui donne déjà, les consignes. Ça se voit très clairement. Il parle espagnol, donc au niveau de la communication, ça facilite les choses avec Bielsa. Et puis il a du tempérament, il aime ce club, c'est le vrai meneur d'hommes aujourd'hui, André-Pierre Gignac, et que Bielsa puisse se reposer sur un joueur comme ça et un homme comme ça, c'est une vraie chance. Et on a l'impression que certains qui espéraient voir leur costume s'élargir, prendre un petit peu plus de responsabilité avec le départ de Valbuena, donc Florian Thauvin, bah, tout se passe pas comme il aimerait, et puis on a l'impression que mentalement il est pas totalement à ce qu'il fait, il est pas présent, il est pas totalement concentré, contrairement à d'autres joueurs qui sont vraiment faits et cause à Bielsa, qui sont totalement intégrés au système. C'est pas le cas de Florian Thauvin. Il a de la chance, c'est que le collectif tourne bien autour, et donc voilà, ça passe malgré tout ça passe de manière assez invisible pour l'instant le défaut de forme de Florian Thauvin depuis le début de la saison. Mais si l'OM commence à rentrer un petit peu dans le dur, si l'OM et notamment André-Pierre Gignac commence à être un petit peu moins décisif, bah on va commencer à regarder autour de lui pour voir qui peut prendre le relais. Et c'est là que la pression va être encore plus forte sur les épaules de Florian Thauvin, qui devra être en mesure de prendre le relais, de prouver qu'il est une vraie solution, un vrai premier choix à l'OM aujourd'hui. Actuellement, si tu couches 11 joueurs sur ta feuille de match, je pense que Florian Thauvin vient dans les 3-4 derniers, sans être méchant. Même si Bielsa a dit qu'il est impressionné par Thauvin, que c'est l'un des joueurs qui l'a le plus impressionné dans sa carrière, aujourd'hui il y a plein de joueurs qui viennent avant Thauvin quand tu dois constituer ton 11 de départ. Je ne vais pas dire que c'est un titulaire par défaut, mais rajoute Valbuena à cette équipe, je ne suis pas persuadé que Thauvin soit titulaire aujourd'hui. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. La différence entre Thauvin et Valbuena est assez nette. Et oui, elle est assez nette. Je voulais qu'on parle un petit peu de Caen quand même, parce que là, on s'intéresse au vrai gros. Ouais, très drôle,
merci. Mais voilà, avec le fait quand on se rapproche dangereusement de la zone rouge, j'adore cette expression, se rapprocher dangereusement de la zone, j'adore ça. Bref, ils sont 17e avec 8 points à égalité avec Lens. Bien que t'as lu un de mes articles, toi. Le seul avantage, c'est que ils ont mis plus de buts que Lens, hein, ils en ont mis 2 de plus, donc C'est ils pas ont compliqué, ça. de buts. Voilà. Quoique Guingamp est la pire équipe qui marque. Je crois que c'est ceux qu'on. Ouais, c'est le plus petit total de buts marqués, c'est pour Guingamp avec 4. Je rêve d'une attaque Ronny Schwartz, Johan Tousgar. Pouah. Lens est à 7 et Caen est à 9. La question que je voulais te poser, pour moi, mon avis est assez 4 clair. 4 buts en 9 matchs. Ouais. Mon avis est assez clair, c'est oui pour toi. Est-ce que Caen va se battre toute la saison pour se maintenir? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on avait dit au mois d'août quand on avait fait une sorte de présentation de cette saison 2014-2015 de Ligue 1? Oui, je me souviens. On avait dit quoi, Thomas? Je te laisse le dire. On avait dit qu'il n'y avait plus vraiment de ventre mou dans cette Ligue 1 et que 8 à 9 clubs allaient lutter pour le maintien, et on avait cité parmi eux Guingamp, Bastia, Lens, Caen, Reims, Évian, Lorient, je crois même qu'on avait cité Metz, Nantes, et il m'en manque peut-être un, Nice, je crois qu'on avait rajouté dans le lot, et on avait dit que la saison serait longue pour tous ces clubs. Alors peut-être que parmi eux 4-5 clubs allaient être sauvés à la 36e, 35e, 36e journée, mais qu'à mi-championnat, il n'y aurait pas forcément 3 équipes détachées, ou en tout cas on a souvent 1 ou 2 équipes détachées à mi-championnat. Pour une on sait pratiquement que c'est mort, pour l'autre elle est très mal en point, et ensuite il y a 3-4 clubs qui sont en lutte pour la 18e place. Là je trouve qu'il y a un vrai nivellement. Bon, je continue à le dire, vers le bas de cette Ligue 1, même si aujourd'hui entre le 12e Rennes, qui aurait pu être 18e en cas de défaite contre Lens, qui a 11 points, il y a 5 points d'écart avec Guingamp, mais il n'y a que 3 points d'écart avec le 18e. Donc de la 12e place, et on y arrive à dire qu'il n'y a plus de ventre mou, parce que le 3e a 15 points, même si c'est qu'après 9 journées, le 11e en a 14, le 12e a 11 points, et le 18e en a 8. Donc ça prouve véritablement qu'il n'y a plus de ventre mou, alors que le ventre mou s'étire de plus en plus vers le bas, quitte à flirter, voire même dépasser dans la zone rouge. Donc c'est un ventre mou avec beaucoup de Nutella. Et oui, quand on va se battre toute la saison pour son maintien, et de toute manière c'était écrit, je te l'avais dit que parmi les 3 promus, bon Lens, il n'y a pas eu de recrutement, donc finalement c'est le promu le plus faible. Ah bah Lens, c'est purement de l'équipe de Ligue 2 là, mais c'est même pas une équipe de Ligue 2, c'est une équipe de Ligue 2 avec 7 joueurs en moins. C'est une équipe de Ligue 2 sans Areola, sans Tisserand, sans Yaya, sans Touré, sans... il manque qui encore? Il m'en manque plein encore. Il y a Sali également qui est parti. C'est une équipe avec la moitié des titulaires de l'an dernier qui est plus là, et 2-3 remplaçants habituels qui sont plus là. Il y a Louboya également, je crois que j'ai pas cité. Donc voilà, c'est une équipe qui s'affaiblit, mais qui logiquement est montée de niveau. Donc c'est le promu le plus faible actuellement. Caen est un promu qui a fait un recrutement assez malin, assez intelligent, mais qui aura des difficultés jusqu'au bout. Et il y a Metz qui fait un bon début de saison, mais qui en a pris 3 contre Évian ce week-end. Donc voilà, toutes ces équipes vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. Pardon, alors tu m'as perdu quand t'as parlé de Metz, parce que t'as dit 3 derrière, sauf que 3 n'est pas en Ligue 1. Non, Metz en a pris 3 à Évian. Ah enfin, ok, contre Évian. Ok, d'accord. Donc ouais, effectivement, je raconte n'importe quoi. Désolé. Sinon, il n'y a pas une équipe qui a mis 7 buts? Non, mais 7, ils sont pas en Ligue 1. Pardon, je suis désolé. J'ai entendu il y a Metz qui a joué contre toi. Enfin bref. On va passer au dernier match. Est-ce qu'ils ont pris 3 points? Peut-être, je sais pas. Non. Enfin, bah non. S'ils ont perdu, non. Mec, il répond sérieusement. Tu m'as paumé, hein, la vache. Donc on va passer au dernier match sur lequel on va. Je vais poser l'équation. Et c'est bien entendu. 2 inconnus. Le match qui va nous intéresser, c'est bien entendu Paris Saint-Germain-Monaco, qui se termine sur un partout, avec l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain de Lucas Moura da Silva à la 71e minute sur une passe décisive de Jean-Christophe Baïbec. Et oui, le mec est décisif. Et il n'a pas fait exprès. L'égalisation, non, il n'a pas fait exprès. Bon, c'est comme Saint-Maximin à qui on a crédité une passe d'ess contre Marseille. Voilà, l'égalisation de Monaco par Anthony Martial à la 90 plus 12, donc ça fait toujours pas 4 minutes, et il faut toujours être honnête. Donc 90 plus 2 ou plus 12? Je crois que t'as dit plus 12, non? Ouais, je m'en suis rendu compte. Je vais dire 92. C'est pas un match de la Juve. C'est pas beau ça. Donc 90 plus 2, effectivement, 92e minute, 90 plus 2. La première question que je voulais te poser, alors, à la base je voulais la poser à Benoît, mais c'est pas grave, tant pis, c'est toi qui vas répondre. Cavani
absent total au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire, très sérieusement? Qu'est-ce qu'il faut faire de Cavani quand on a un Javier Pastore derrière qui est étincelant, qui est absolument magnifique pendant tout le match, pas jusqu'à la 70e où son coach le sort, on va savoir pourquoi. Enfin bref, il est étincelant pendant tout le match. T'es fatigué. Cavani n'est pas là. Quand Zlatan est là, Cavani n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire de Cavani? Bah, faut attendre le match contre Lens pour qu'il se relance. Voilà, tout simplement ce qu'il faut faire. Faut attendre. Le 17 octobre prochain, Cavani va marquer. Je te l'annonce. Lens a pris l'habitude de relancer. Tiens, le bon exemple, c'est Evian. Hein. Pas une seule victoire avant Lens. Bon dernier, ils enchaînent 3 victoires. Et ils sont en dehors de la zone rouge aujourd'hui. Rennes, c'est pareil, ça se relance. Cavani va se relancer contre Lens. Je pense que Cavani, il y a plein de choses. Lens, c'est donc le PSG des années 2000. Le PSG du très très pauvre, du chômeur. Du pédophile et du consanguin. Non, mais c'est le PSG qui avait l'habitude de relancer les joueurs. Ah bah, à l'époque où le PSG était une petite équipe, si je peux me permettre de le dire. Et donc il y a plein de problèmes concernant Cavani. J'ai l'impression que physiquement il est toujours pas au top. Pour l'avoir vu au stade la semaine dernière, il y a rien quand il prend le ballon. Tu sais très bien qu'il va être incapable de démarrer. Je me rappelle d'un Cavani à Naples ou même à son arrivée au PSG. Il y avait du peps dans les jambes quand même. On l'a vu très vite et face à Barcelone, effectivement, t'as raison, on l'a vu très très vite comment il ralentissait le jeu, c'est assez impressionnant. Alors quand t'as Javier Pastore derrière qui est déjà pas très rapide, bon heureusement que lui il a son jeu de passe, mais heureusement que t'as Lucas. Vache. Mais ouais, bon, on en avait déjà parlé. Cavani, c'est pas le joueur le plus racé au monde, c'est pas le joueur avec la meilleure technique au monde, ça c'est certain. Mais il y a l'habitude d'un abattage physique. Et une qualité de finisseur devant le but, malgré tout, qui est indéniable normalement chez Edinson Cavani, parce qu'en fait une machine à marquer. En tout cas, c'était le cas en Italie, et le cas lors de la première partie de saison l'an dernier en Ligue 1. Le problème, c'est que il y a eu ce fameux positionnement à droite, il n'était pas venu pour ça. J'ai l'impression qu'au début, il a dit bon, ça va pas durer longtemps, je suis nouveau, je fais le dos rond, je m'écrase, je dis rien. Et puis quand ça a commencé à durer, quand il a vu que ça allait durer toute la saison, il s'est braqué. J'ai le sentiment qu'il s'est braqué. Il y a eu cette sortie dans l'équipe. J'ai l'impression que psychologiquement, il est... À la veille du match face à Chelsea, on le rappelle. Ouais, mais l'interview a été donnée avant, elle a été donnée une bonne dizaine de jours avant, et c'est l'équipe qui a décidé de buzzer. Voilà. Ça sous-entend en gros que le club, l'entraîneur et les joueurs ont été mis au courant la veille du match face à Chelsea. Donc c'est pas super bien fait, quoi. L'équipe pouvait attendre le lendemain du match pour le sortir. Enfin bref, il y a également une stratégie de com, de vente, tout ce que tu veux, mais après que l'équipe vienne pas se plaindre si le PSG est déstabilisé, de toute manière ils aiment bien le faire. Voilà, on va rester là sur l'équipe. Mais concernant Cavani, j'ai l'impression qu'à la fois physiquement, psychologiquement et mentalement, il est pas bien. Et là, bon, il a de la chance, il n'a pas été appelé en équipe d'Uruguay, donc il va pouvoir se reposer pendant 15 jours. Il a beaucoup joué également ces derniers temps, vu que Ibra n'était pas là, c'était la seule solution offensive viable pour jouer numéro 9, sans faire offense à JCB. Mais du coup, il a beaucoup joué, il a rejoué dans l'axe, mais en même temps, je sais pas si c'est des consignes de Laurent Blanc, si c'est une question d'habitude, si c'est pour se rassurer. Bon, contre le Barça, il jouait pas dans l'axe, il a pas débuté dans l'axe, c'était Pastore qui était dans le costume de Ibra, mais même les matchs avant, les matchs où Ibra n'était pas là et où il a joué en 9, je pense notamment contre Caen, où là il était vraiment en 9 et Pastore était inclus, il était en 10, c'est le jour où Paris joue en 4-2-3-1 avec Mota, Cabaye et Pastore. Ce jour-là, il joue 9. Et pourtant, il continue à décrocher, il continue à beaucoup défendre. Alors, je sais pas s'il a besoin de ça pour se remettre dedans, s'il a besoin de ça pour sauver les apparences, parce qu'offensivement, il apporte rien, pour malgré tout qu'il soit utile au collectif. Mais il y a une action hier encore. Il est lancé tout seul dans l'axe, et il ralentit le jeu, et il fait son fameux crochet intérieur comme d'habitude. Le truc que faisait toujours Gignac à une époque également, crochet intérieur et une minace à l'entrée de la surface de réparation. C'est à l'époque on se moquait de Gignac quand il faisait que ça. À Cavani, c'est devenu un sous Gignac aujourd'hui. C'est devenu une sorte de je suis d'accord avec Cyril quand il dit c'est un mauvais mélange de Gamero, Erding et Waro. C'est un mauvais mélange de tout ça. Et du coup, on sait plus trop quoi penser de Cavani. Il est là avant tout pour marquer. Alors ok, c'est bien qu'il défende, c'est bien qu'il fasse les efforts pour l'équipe. Mais hier, il n'a pas besoin d'en faire autant et il doit marquer ce deuxième but. Et il engage, il y a une occasion en première mi-temps. Une pépite de Pastore, c'est un caviar. Je ne sais même pas si on peut encore utiliser l'appellation caviar pour la balle que donne Pastore. On devrait dire une pastorite.
Il vendange encore, il vendange. Il y a un moment donné, il est moqué parce qu'il frappe du gauche, mais il frappe même pas en fait. Il tope sa balle, on sait même pas ce qu'il fait. Même pas frapper. On lui demande même pas de cadrer, on lui demande de réussir sa frappe. Même ça, il y arrive pas. Donc je pense qu'il a besoin de repos. Je pense qu'il aurait besoin d'un vrai coach. Capable de lui parler, capable de le remettre en confiance, parce qu'on a beaucoup critiqué Carlo Ancelotti, qui tactiquement est peut-être pas le meilleur coach au monde, mais qui dans la relation humaine avec ses joueurs, dans ce rôle de management, à ce niveau-là dans les grands clubs, c'est autant du coaching tactique que du management, était 10 000 fois meilleur que Laurent Blanc, Ah bah qui à est... ce niveau-là, dans les grands clubs, ça se voit très vite, hein, l'organisation. T'as un coach et t'as 127 000 adjoints, et les 127 000 adjoints, Voilà. ils servent pas juste à faire du tour de terrain. Et qui sont pas uniquement là avec des GPS, des boussoles et tout ce que tu veux, contrairement à ce qu'on avait parodié au départ lorsque Carlo est arrivé avec son staff. Mais il est incapable de sublimer ses joueurs, il est incapable de les remettre en confiance, il est incapable de faire progresser un quelconque joueur, Laurent Blanc. Et le problème aujourd'hui, c'est autant Edinson Cavani que l'encadrement du PSG qui est incapable de le remettre sur de bons rails. Je suis désolé, je dis pas rail par rapport aux joueurs qui a joué au PSG. Petite blague, Thomas, que tu as pas saisi. Voilà, entre Gasset, Blanc, il y a même plus un Leonardo qui allait beaucoup parler aux joueurs, même si Ibra l'aime pas, qui allait beaucoup parler aux joueurs dans le vestiaire, qui était capable également de gérer ça. Il y a plus Maquet. Donc voilà, il y a plus personne qui est capable de un petit peu coucouner, chouchouter les joueurs aujourd'hui au PSG, et ça se ressent. Effectivement, c'est clair, on sent qu'il y a un petit problème du côté du Paris Saint-Germain avec Edinson Cavani. Alors tu nous as parlé de Jean-Christophe Bailey en faisant une petite blague, mais mine de rien, il est encore décisif. Encore une fois, il était décisif face à Toulouse, il est décisif là face à Monaco. Enfin, sans être méchant, je te coupe tout de suite. Baebek remplace Verratti à la mi-temps. Alors ok, c'est pas le même poste. Ok, Verratti est surtout un bon Verratti est indispensable au milieu de terrain du PSG. Mais le PSG de la première mi-temps, même si il n'arrivait pas à se procurer de franches occasions, et le PSG de la deuxième, c'est pas le même PSG. Le PSG en deuxième mi-temps, il tourne autour d'un seul et même unique homme, c'est Javier Pastore. Tu enlèves Pastore, il n'y a aucune inspiration, il n'y a rien dans cette équipe. Il n'y a que dalle en deuxième. Il n'y a que dalle. C'est Pastore qui fait tout, qui est au four et au moulin offensivement. C'est lui qui fait les mouvements, c'est lui qui est en mouvement déjà, c'est lui qui fait les décalages, c'est lui qui fait les passes, c'est lui qui va dans les zones de libérer au milieu de terrain. Bref, c'est Pastore qui fait tout. Et une nouvelle fois, contre le Barça, Pastore sort et les dernières minutes sont interminables, le bloc équipe recule. Hier, contre Monaco, Pastore sort, il n'y a plus rien au milieu de terrain. Mota est passé à côté de son match. Mota est sur courant alternatif depuis le début de la saison, j'ai du mal à l'expliquer. Et ça s'est ressenti, c'est Baibek, j'aime bien, mais hormis, je dis bien hormis sa passe d'ess, à quel moment il fait une différence dans la rencontre? À quel moment il dribble un adversaire en un contre un? À quel moment il propose une bonne solution en contre? À quel moment il fait les mouvements intéressants? Jamais. Bon bah d'accord, bon, on va laisser tomber ma question sur le mec, c'est pas grave. Tant pis, on va passer à une autre question, au joueur qui le remplace. Marco Verratti, qui est donc blessé, semble-t-il, pour longtemps. Grosse suspicion de fracture de la malléole. Alors, fracture de la malléole, c'est quoi? C'est une fracture d'un petit os dans la cheville. Basiquement, c'est 4 à 6 mois d'indisponibilité. Voilà. Donc si c'est ça, ça peut être assez violent pour Marco Verratti pour Paris Saint-Germain. Espérons pour lui que ça ne soit pas le cas, hein, déjà, bien entendu. Espérons pour Paris Saint-Germain non plus. Et espérons pour la Ligue 1 en général. En gros, imaginons que Marco Verratti soit blessé pour un long moment. Est-ce que tu penses que ça peut encore plus plonger Paris Saint-Germain dans une crise, sachant que tu l'as dit, Marco Verratti c'était le seul milieu de terrain du Paris Saint-Germain jusqu'au match de Barcelone avec Blaise Matuidi sur le coup qui s'était réveillé, c'était le seul milieu de terrain qui tenait la baraque au PSG. Bah, la question est, Verratti blessé, que fait Blanc? Première question que je te pose. Est-ce qu'il passe en 4-4-2 et il joue avec Mota, Matuidi, il se débrouille pour trouver un truc qui tient la route avec Pastore en 10 et je sais pas, 3 joueurs devant, je sais, Lucas Cavani, ou peut-être pas Cavani, Lucas Ibra et un autre joueur. Comment il s'organise? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il fait du changement soi-disant poste pour poste et il met Johan Cabaye qui réclame du temps de jeu? Je sais pas, c'est la question, c'est que fait Blanc? On ne sait pas. Quels sont les plans de Blanc s'il perd un joueur clé? On ne sait pas vraiment. Là, il a eu de la chance, j'ai envie de le dire, parce qu'il avait aucun plan B après la blessure d'Ibra, et il tombe sur un Javier Pastore de feu qui fait, j'ai pas peur de le dire, qui fait oublier Ibra. Alors ok, il marque peut-être pas aussi autant de buts qu'Ibra, donc il est peut-être pas autant décisif qu'Ibra, mais en même temps, les joueurs devant lui, ils gâchent tellement d'occasions qu'ils créent. Est-ce que tu veux bien nous sortir la statistique que tu avais trouvée? Concernant Pastore?
concernant Javier Pastore, qui crée combien de chances de but par match? Un Faut tout que- absolument incroyable. Je vais te rechercher ça, je sais que c'est pas loin, mais je crois que c'est d'actions clés par match ou un truc comme ça, il a plus de 2. Attends, alors, que je te dise pas de bêtises, c'est actuellement le meilleur passeur du PSG, donc avec Verratti 3 passes d'ess. Il crée 2 actions clés, 2 passes clés par match, c'est-à-dire 2 passes qui amènent une action de but, et c'est également le deuxième meilleur dribbleur du PSG, pourtant il n'est pas forcément connu pour ses qualités de dribble en 1 contre 1, avec 2,1 dribbles décisifs et réussis par match. Ça doit être Lucas le premier, non? Et Lucas le premier, mais Lucas on tente tellement qu'en termes de Ouais, voilà, ratio, c'est-à-dire que le ratio, réussi, il est Pastore historique. est le premier. Si on enlève Matuidi, Matuidi, c'est pas le même poste, mais c'est Matuidi le premier en termes de ratio. En termes de ratio en joueur réellement offensif, c'est Pastore, et en termes de dribble réussi, en termes de chiffres purs, c'est Lucas. Mais voilà, c'est des stats folles de Javier Pastore en termes de création pure. C'est-à-dire qu'il te crée 2 occasions de but net par match. C'est-à-dire qu'à Javier Pastore, tu lui mets un vrai neuf hyper efficace devant, c'est hallucinant, quoi. Bah, la question, c'est qu'on continue à dire que Pastore et Ibra sont Bah, le problème, incompatibles. c'est que c'est que les- Pastore qui l'a dit lui-même. Oui, Maintenant, mais je c'est suis, dans le moi, je sens suis d'accord où... avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, pour que ce soit vraiment incompatible, il faudrait peut-être l'essayer. Bah, Hein, non, il faudrait c'est peut-être que les ça... faire jouer ensemble et leur habituer à jouer ensemble. Parce que si Ça tu a leur habitues été... pas, si tu les fais jouer 2 matchs, effectivement, ils n'ont pas les automatismes. Tu leur fous 5-6 matchs ensemble, peut-être que ça commencera à venir et peut-être que là, ça va péter le feu. Si je peux me permettre, ça a été essayé, mais ça a été essayé avec un Pastor à gauche dans un 4-4-2, avec un Pastor à gauche ou à droite dans un 4-3-3, ça n'a jamais été essayé. Bon, bien entendu, je mets bien entendu des guillemets, je vais expliquer pourquoi après, ça n'a jamais été essayé avec Pastor en 10 et Ibra en 9. Ça n'a jamais été essayé l'un derrière l'autre. Le souci étant que Zlatan Ibrahimovic a vu le schéma construit autour de lui par Laurent Blanc dans ce 4-3-3 permettant à Ibra de décrocher, de venir jouer dans la zone habituelle d'un numéro 10, d'être en quelque sorte un 4e milieu de terrain à la construction. C'était ça le PSG l'an dernier. Ibra qui décroche, Lavezzi, Cavani ou Lucas, c'est plutôt Lucas ou Lavezzi et Cavani qui plongent vers l'intérieur et qui prennent la profondeur. Voilà, c'était ça le plan de jeu du PSG l'an dernier. Donc, effectivement, si tu t'arrêtes à ce plan de jeu-là, c'est impossible d'en rajouter Javier Pastore, ou alors il faut un Javier Pastore qui joue beaucoup plus bas et qui alors se retrouve en plein cœur du jeu avec des adversaires beaucoup plus physiques que lui, et donc avec un Javier Pastore qui se retrouve en difficulté. La question est, est-ce que tu peux pas Je crois retrouver qu'un un... Javier Pastore en 8 dans un championnat qui n'est pas aussi physique que la Ligue 1, Ouais, mais ce serait même, magnifique. j'ai envie de te dire Javier Pastore en 8 avec Bielsa, avec un bloc bien plus haut, avec une équipe qui joue bien plus haut. Ou déjà Javier Pastore en 10 avec Bielsa, à la place de Payet, je n'ose imaginer ce que ça donnerait, mais bon, on va éviter de fantasmer, ça n'arrivera jamais, à moins que Bielsa remplace Laurent Blanc au PSG en quittant Marseille, ça serait très très fort, mais c'est de l'ordre de l'utopie complet. Ce serait tellement drôle, surtout. Ouais, ça serait drôle. Mais ce qu'il faut pas oublier aujourd'hui, c'est que tu peux aussi, si t'es un coach avec de la poigne, dire à Zlatan, bah Coco, t'as 33 ans, physiquement, t'es peut-être plus en capacité de répéter autant d'efforts que ça. Tu t'es blessé, la Surtout, preuve. bah ouais, t'arrives à faire des pressions qui existent nulle part autre que chez toi. T'es peut-être dans la surface de réparation le joueur le plus habile au monde, dans le sens où il est capable de faire des gestes qu'aucun autre attaquant est capable de faire. Bon, il est grand, mais c'est pas forcément le joueur avec le meilleur jeu de tête au monde, ça il faut le dire. Si tu restais en neuf et si tu profitais du travail des joueurs autour de toi, t'es déchargé de toute consigne défensive, ce qui est pratiquement le cas aujourd'hui, mais derrière toi on te met 2 joueurs sur les côtés qui débordent. Donc, Lucas l'avait dit par exemple, si tu veux jouer en 4-2-3-1, et on te met Pastor en 10 derrière toi. Et tu peux rajouter tu te les régales. arrières aussi. Hein. Mais dans les ce cas-là, arrières, Maxwell Van Der Wiel. Hein. Dans ce cas-là, il faut faire accepter à Ibra de moins participer au jeu. Il faut surtout avoir la poigne pour être en capacité d'aller voir Ibra et de lui dire. Parce qu'aujourd'hui, l'organigramme, il est simple au PSG. Numéro 1, Nasser. Numéro 2, Ibra. Voilà. C'est l'organigramme au PSG aujourd'hui. Le numéro 2, c'est un joueur. Numéro 2, numéro 3, Thiago Silva, numéro 4, Thiago Motta. Hein. Pour être très clair, pour être très très clair, c'est comme ça au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas l'aval de Thiago Motta, tu ne fais rien au PSG, soyons très clairs, et ça se voit d'ailleurs très vite sur le terrain. On va parler un petit peu quand même de Monaco, hein, puisque là, Un dernier mot sur Monaco. Sur le Paris Saint-Germain, on va quand même s'intéresser un petit peu à Monaco. On va s'intéresser à 2 personnages Rapidos, de ce match-là. Oui, bien sûr, Rapidos. On va s'intéresser d'abord à Ricardo Carvalho, qui est quand même, on va le dire, le sauveur de l'ASM sur ce match-là. Donc oui, on va parler de 2 Portugais. La question rapidement, c'est est-ce que c'est entre guillemets l'élément de la révolte pour les Monégasques
Donc pourquoi pas celui qui va être le porte-drapeau pour ramener Monaco en haut du classement. Et la deuxième question qui est très rapide également, c'est Jardim qui a mis du temps mais qui a fini par faire son coaching gagnant puisqu'il fait rentrer Martial et Germain qui sont les deux joueurs décisifs sur le but. Germain qui a fait beaucoup de mal par ses déplacements et Martial qui est donc le buteur. Ma question pour toi, est-ce que tu penses qu'avec ces deux personnages-là, ils peuvent aller faire quelque chose en haut de la Ligue 1 Monaco, malgré qu'ils aient perdu les grands noms, malgré que Berbatov soit blessé? Alors je sais pas, j'ai pas sa période d'indisponibilité. Je sais pas, mais il sera de retour après la trêve. Il sera de retour après la trêve. Enfin bref, est-ce que tu penses qu'avec ces deux personnages-là, donc Jardim et Carvalho, l'entraîneur et le capitaine, donc les deux postes les plus importants, c'est la question la plus longue au monde. Non, j'en ai fait une très longue au début. Donc, est-ce que tu penses qu'avec ces deux personnages-là, Monaco peut remonter très haut au classement? Prends ton chrono, je réponds à tes deux questions en moins d'une minute. C'est possible. Alors, petit 1, est-ce que Ricardo Carvalho est le sauveur de la SM, l'élément de la révolte? Il a joué contre Edinson Cavani, donc ça compte pas. On peut pas juger la prestation de Ricardo Carvalho, même s'il a été rappelé en sélection portugaise à 36 ans, preuve que tout va bien au Portugal. C'est comme si nous on rappelait Lilian Thuram, non je rigole. C'est comme si nous on rappelait William Gallas qui joue en Australie, ou Eric Abidal. On peut pas rappeler Marcel Desailly plutôt? Et je me dépêche, sinon tu vas dire que j'ai fait plus d'une minute. Donc non, ça compte pas, même si en tant que capitaine, en l'absence de Toulalan, il a été le vrai leader de cette équipe. Deuxième question, est-ce que Jardim s'est trompé et aurait dû débuter le match avec Martial et Germain? Non. Jardim a débuté le match parfaitement avec l'équipe qu'il fallait. Face à David Luiz et Camara, il fallait débuter avec des joueurs qui dézonent, sans vrai attaquant, ce qui fait que ni Camara ni David Luiz, qui aiment bien avoir un joueur dans leur zone, le cadrer un vrai neuf, ne l'ont eu durant la rencontre, puisque Ocampos, Ferreira, Carrasco et Dira ont beaucoup permuté, et au final ils ont été ennuyés durant toute la rencontre. Ça fait plus d'une minute. Et c'est Martial qui en a profité, qui a tiré les marrons du feu. La petite expression pour Cédric, en inscrivant le but en toute fin de match en étant opportuniste. Donc bon coaching de Jardim qui lui a réagi durant la rencontre, qui a agi même, qui n'a pas fait du poste pour poste. Et non, Carvalho n'est pas l'élément de la révolte. Bon, 1 minute 30 au lieu d'une minute. Est-ce que je te pose rapidement la petite dernière question? Est-ce que tu penses que la trêve internationale va être bénéficiaire au Paris Saint-Germain? Elle va faire du bien à tout le monde, même si beaucoup de joueurs sont en sélection. Mais je reste toujours persuadé qu'il y a eu un couac au moment de la prépa physique au PSG. Tu peux pas avoir autant de blessures, tu peux pas avoir une équipe qui est arrivée mi-octobre malgré la Coupe du Monde. Et il y a finalement dans le 11 pas énormément de joueurs qui ont fait la Coupe du Monde en tant que titulaire, il faut le dire. Parce que Mota n'était pas titulaire, Lucas ne l'a pas fait, David Luiz oui, Van der Ven n'y était pas, Maxwell n'a pratiquement pas joué, Zoumana Camara non, Sirigu était remplaçant, Blaise Matuidi était titulaire. C'est le seul. Cavani, ça s'est terminé assez rapidement pour lui. Donc tu peux pas te dire sortir l'excuse de la Coupe du Monde. C'est juste qu'il y a eu un défaut de prépa physique au PSG aujourd'hui. Effectivement, on va conclure cette émission en parlant rapidement de prochains matchs avec Lens Paris Saint-Germain le vendredi 17 octobre à 20h30. Il ne faudra pas manquer. Peut-être le réveil d'Edinson Cavani, comme tu l'as dit. Le match de Saint-Etienne à Lorient le samedi. On passe au match. Tu veux qu'on dise quoi dessus? Comme tu veux. Monaco face à Evian. Parce que c'est dans 15 jours. Marseille-Toulouse qui va te plaire. Oui, c'est dans 15 jours, bien entendu. Bordeaux-Caen et Montpellier-Lyon. Rapidement, des petits pronostics. Lens PSG. Paris, d'accord. Par 3 buts d'écart. Par 3 buts d'écart, carrément. Lorient-Saint-Etienne. Nul. Le match nul. C'est pas ça parce que c'est Saint-Etienne. Mais je suis d'accord avec toi. J'irai pas jusqu'à 3 buts d'écart pour le Paris Saint-Germain, mais bon. Monaco-Evian. Deux équipes qui marchent. Monaco, la victoire de Monaco. Allô. Et je vais aller voir. Moi, je vais aller vers le match nul, tu vois. Je vais aller chercher le match nul parce que je vois bien Evian refaire le coup du match nul contre le entre guillemets le gros comme on aime bien comme on aime dire. Marseille on fire et qui est une bonne équipe. Tu dis le match nul, et moi je vais dire la victoire de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Bordeaux-Caen. Bordeaux parce qu'ils peuvent pas se permettre de perdre à la fois contre Guingamp, Reims et Caen. Il va falloir gagner contre les petits. Je suis d'accord avec ça, fait mal au cul. Et Montpellier-Lyon. Lyon pour faire plaisir à Roland Courbis et à Loulou Nicolin qui est lyonnais. Lyon pour faire plaisir. Moi je le dis très clairement, si Yoann Gourcuff n'est pas la victoire de Lyon. Voilà, si Yoann Gourcuff est blessé, match nul. C'est comme ça. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode 10 de la saison 1 de Parlons Foot. Alors bien entendu, vous aurez remarqué que Benoît n'est plus là. Et oui, il a eu problème technique, ça a sauté chez lui, c'est malheureux. En tout cas, voilà, on dit salut à Benoît, on le remercie, il sera là, il va revenir, faut pas s'inquiéter. Et on remercie Romain d'avoir participé. Merci Romain.
Merci Thomas, merci à Ben qui était là au début de l'émission et rendez-vous en fin de semaine pour un nouveau rendez-vous qui sera centré autour de l'équipe de France. Centré autour de l'équipe de France. Pas de teasing, absolument pas. Merci à vous d'avoir écouté ce Parlons Foot. On se dit à la prochaine. Allez, ciao à tous. Robin is there! Iron Robin! A surely won for Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion, mon frère!